Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire, le deuxième de la série qu'on va réaliser sur l'intelligence artificielle. Et donc le sujet du jour, ce sera l'intelligence artificielle en environnement GXP, réglementation autour de l'intelligence artificielle. Hop là. Normalement avec un tout nouveau setup pour le stream. Bienvenue à tout le monde. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux comparé à d'habitude. Merci de votre présence. Et aujourd'hui, je suis avec Yves et Christophe que je vais laisser se présenter. Je Allez-y, feu. commence? Oui. Ouais, alors je Ah, commence. Ben, vous m'entendez? ouais. Ben, Alors, bonjour, Christophe Girardet. Donc, pour ceux qui ont assisté au premier webinaire dont on va parler un peu rapidement, j'ai eu l'honneur déjà d'y participer. Je suis membre du steering committee du camp francophone. Et sinon, je m'occupe des activités validation et qualité chez Vega, une société de services spécialisée dans le life science. Voilà. Bonjour à tous, Yves Sanson, je suis le chair de Gand francophone et je travaille pour une entreprise elle aussi basée à Bâle qui s'appelle Kéréon et qui s'occupe de conformité réglementaire, en particulier tout ce qui est e-compliance. impeccable, merci. Je vois Lionel qui dit que tu m'entends en double. Est-ce que les autres, il n'y a pas de souci de son? Alors, on est vraiment sur un truc tout nouveau. Donc, n'hésitez surtout pas à dire s'il y a des problèmes. Pour les plus fins observateurs et historiques, vous pouvez voir que maintenant, vous avez la tête entière de Christophe et de Yves, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, c'est parce qu'on est sur des tout nouveaux moyens techniques. Donc, On n'hésitez t'entend pas, surtout pas Quentin. à nous dire s'il y a des problèmes de son. J'entends pas, non. Toujours pas. Voilà. Mes compars s'ils m'entendaient pas. C'était pas pratique Ah, pour eux. Ok, aucun problème. Le son est ok. Super, merci tout le monde. Vous hésitez surtout pas à vous plaindre longuement s'il y a un problème. Ah, il y a quelqu'un sur Twitch. Salut Eric. Ok, impeccable. Et bah, je vais vous mettre les slides et puis je vais laisser les gars démarrer. Petite tradition, c'est que pendant qu'on vous montre les slides, en général, on vous met pas nos têtes. Comme ça vous permet d'avoir les slides en plus grand pour les gens qui sont sur des petits écrans ou qui font deux choses à la fois. On les remet à la fin. Voilà, et c'est parti. donc intelligence artificielle en environnement BPF ou BPX est le cadre réglementaire qui s'applique aujourd'hui ou qui va s'appliquer à l'avenir. Et nous parlerons aussi de tout ce qui est dispositifs médicaux et c'est Christophe qui va traiter cette partie-là parce que nous avons déjà affaire à des intelligences artificielles dans des dispositifs médicaux. Et en conclusion, nous parlerons brièvement du programme de la journée du 14 novembre à Mulhouse. Nous sommes dans le deuxième webinaire de cette série, même si l'objectif est d'arriver au 14 novembre avec un certain nombre de bases. Cela ne veut pas dire que nous arrêterons de faire des webinaires sur l'intelligence artificielle en pharma après la conférence du 14 novembre, mais notre roadmap actuelle est celle de vous donner les bases pour pouvoir profiter au mieux de la journée du 14. Peut-être préciser, Yves, que pour ceux qui auraient raté le premier, il est en replay sur le canal YouTube. Très bonne remarque, merci, oui. Effectivement, vous pouvez, puisque ce sont des webinaires en accès libre, vous pouvez à tout moment, une fois qu'ils sont montés, les visionner sur YouTube. La situation actuelle au niveau des intelligences artificielles, de la réglementation de manière générale, on est au début et par rapport à la réglementation pharmaceutique, on est vraiment au tout début. La présentation qu'on vous fait maintenant, ce webinaire n'est absolument pas exhaustif. On s'est principalement focalisé sur l'Europe et les États-Unis et il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis au monde, ça c'est sûr. Et d'autre part, en 1 heure, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. On vous présentera aussi très rapidement le règlement sur l'intelligence artificielle qui a été publié par l'Union européenne au mois de juillet. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut aussi prendre en compte ce règlement, parce que nous sommes en Europe
où nous avons des patients en Europe et en conséquence, il faut aussi suivre ces recommandations. Aujourd'hui, on a déjà des intelligences artificielles dans des processus pharma, que ce soit en pharmacovigilance, que ce soit en production. On commence aussi à en avoir quelques-uns en analytique. Ça veut dire que même si la réglementation jusqu'à présent n'est pas particulièrement axée sur l'intelligence artificielle, on peut, avec le cadre réglementaire actuel, déjà mettre en place des intelligences artificielles. L'annexe 11 et l'annexe 15 ne les mentionnent pas, mais l'annexe 11 et l'annexe 15 nous donnent un certain nombre d'exigences à satisfaire. On va y revenir un peu plus tard. Et il n'y a pas d'exception pour l'intelligence artificielle. Il faut qu'on satisfasse aux mêmes exigences. N'oubliez pas que l'annexe 11 et que l'annexe 15 sont en cours de révision et que, au moins pour l'annexe 11, il y a quelques risques que l'intelligence artificielle fasse partie du voyage. Petite remarque, je donnais une formation cette semaine sur l'intégrité des données et j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de monde ne connaît pas la manière dont le cadre réglementaire pharmaceutique est embarqué dans un cadre réglementaire et législatif plus général. Tout le monde va vous parler de l'annexe 11, du volume 4 qui parle des BPF au niveau de Dralex, mais on oublie qu'en fait, ce cadre réglementaire s'inscrit dans un cadre législatif beaucoup plus large. Au niveau de l'Union européenne, on a 5 types de documents, dont 3 qui sont des documents contraignants, qui sont d'une part les règlements et les règlements, la particularité, c'est qu'une fois qu'ils sont publiés et qu'ils entrent en vigueur, ils s'appliquent tels quels à l'ensemble des pays membres. On a les directives qui sont tout aussi contraignantes, mais qui nécessitent une transposition par les pays membres dans leur cadre, et dans leur arsenal législatif propre. On a des décisions qui sont tout aussi contraignantes, mais qui s'adressent soit à un pays en particulier, soit à une entreprise et après ça, les recommandations et les opinions. Au niveau de ce que l'on a sur, la partie pharma, c'est ce qu'on appelle EUDRALEX, donc c'est le cadre réglementaire applicable à toutes nos activités pharmaceutiques. On a donc nos 10 volumes qui couvrent l'intégralité du cycle de vie du médicament, que ce soit médicament vétérinaire ou médicament à usage humain. Et quand on parle de l'annexe 11 ou du chapitre 4 ou du chapitre 7 ou de l'annexe 15 ou de l'annexe 1, on parle dans ces cas-là du volume 4, qui est donc le volume BPF. Et ce volume BPF, il n'est pas tombé du ciel, il représente l'implémentation d'exigences réglementaires qui sont dans les directives. Et vous voyez que la première directive BPF au niveau européen date de 1991, c'est la directive 91-356, qui était la première directive BPF pour les médicaments à usage humain, et 91-412, la première directive BPF pour les médicaments à usage vétérinaire. Et puis depuis, un certain nombre de directives sont arrivées et la directive principale qui nous concerne au niveau pharma et BPF aujourd'hui, c'est la directive 2001/83 pour les médicaments humains et 2001/82 pour les médicaments vétérinaires. Et ces directives-là sont en cours de révision également. L'objectif de ce cadre législatif et réglementaire, c'est la santé du patient, c'est la sécurité du patient. Et il faut prendre le temps de repenser à ça parce que lorsque l'on va lire, par exemple, le règlement sur l'intelligence artificielle, on va se rendre compte que, ben, la santé du patient, même si on n'a pas patient, mais on a santé de l'humain, de l'utilisateur, du consommateur et autres, ben, derrière, il y a aussi le patient qui fait partie du voyage. En pharma, on a parlé la semaine dernière au niveau d'ISPE France d'éco-responsabilité. Eh ben, la protection de l'environnement fait partie des exigences réglementaires applicables et législatives applicables, même à des processus pharma. La santé de l'opérateur, l'exposition de l'opérateur à des substances potentiellement toxiques. Je pense par exemple aux cytotoxiques quand on est sur des principes actifs de haute concentration, de haute activité. Ce ne sont pas les BPF qui vont nous parler de la santé de l'opérateur, ce sont les exigences de santé au travail, de sécurité au travail qui vont nous demander de prendre en considération l'exposition de l'opérateur.
Donc, on voit que même si quand on parle de pharma, on est axé sur le patient, nous sommes obligés en tant qu'industrie pharmaceutique, en tant qu'industriel, de prendre en compte tout le reste des exigences qui sont applicables. La protection des données personnelles en est un autre exemple. Et donc, l'intelligence artificielle arrive au-dessus et va nous obliger à réfléchir de manière un peu plus approfondie à ce que l'on veut faire avec nos intelligences artificielles. Très souvent, on a des discussions, en particulier, là j'ai pris un exemple avec la protection des données personnelles, en particulier de l'opérateur, qui est de dire: «Ah oui, mais le règlement européen sur la protection des données nous dit qu'il ne faut pas être inquisiteur, qu'il ne faut pas traquer les activités des uns et des autres et pourtant en pharma, on nous demande un audit trail et l'audit trail, ben, c'est un flicage de l'opérateur». Premièrement, l'audit trail n'est pas un flicage de l'opérateur. L'audit trail est d'abord là pour s'assurer de la traçabilité du process pharmaceutique qu'on exécute. En revanche, le règlement sur la protection des données personnelles nous interdit d'utiliser les enregistrements d'audit trail contre l'opérateur. Je ne peux pas fliquer mes opérateurs en utilisant des enregistrements BPF. Donc on voit qu'on a 2 obligations légales différentes, l'une par rapport à la protection du patient, l'autre par rapport à la protection et aux droits de l'opérateur, mais qu'on peut avoir les 2 qui sont correctement implémentés. Le règlement sur la protection des données personnelles va simplement nous dire: «Tu n'as pas le droit d'utiliser ces éléments process contre ton personnel». Et au niveau de l'intelligence artificielle, on va arriver dans des situations un peu similaires. Le règlement sur, l'intelligence artificielle, ça a été un long travail du Parlement européen et de la Commission. Le Parlement a adopté le document le 13 mars. Le président du Parlement et le président du Conseil européen ont approuvé ce document, ce texte, le 13 juin et le texte a finalement été publié dans toutes les langues de l'Union le 12 juillet au Journal officiel de l'Union. La pratique habituelle au niveau européen, c'est qu'un texte entre, en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union. Donc ça veut dire que le règlement sur l'intelligence artificielle est entré en vigueur le 2 août de cette année. Entrer en vigueur ne veut pas dire que toutes les clauses s'appliquent le lendemain matin. On a 2 ans pour mettre en œuvre les clauses et y satisfaire, donc c'est le 2 août 2026 pour avoir un document qui est totalement en vigueur, mais avec des étapes intermédiaires. Et les premières étapes intermédiaires, ben, ça nous ramène déjà au 2 février 2025 et au 2 août 2025. Pourquoi je vous donne cet échéancier? C'est parce que c'est trop facile et ça a été l'erreur qui a été faite avec GDPR quand il avait été publié en 2016. Les gens se sont dit: «Oh, on a le temps, on n'a rien besoin de faire» et tout d'un coup, le 25 mai, ils se sont réveillés en disant: «Ah ben, c'est en vigueur». Là, on a un échéancier qui est clairement défini et il va falloir prendre le temps dans les prochains mois de commencer à satisfaire aux exigences du règlement. Il y a une exception, il y a une clause dont son application a été déplacée à 3 ans et pas à 2 ans, donc qui sera le 2 août 2027. Le document fait 144 pages. Sur les 144 pages, il y a 44 pages de considérants. C'est en fait tout ce qui a servi, tout ce qui a nourri la réflexion et tout ce qui est le cadre déjà applicable à la mise en place d'un cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle. Donc le document en lui-même, bah, ce sont les 100 pages restantes, 80 pages au niveau du corps du règlement et 13 annexes pour un total de 20 pages. Ce qui est très important, c'est de comprendre pourquoi ce règlement sur l'intelligence artificielle a été élaboré et maintenant est en place. Et dans les soucis principaux du Parlement européen, il s'agit d'assurer la transparence, la sûreté. Quand on dit sûreté, c'est en anglais, hein, c'est toujours entre security et safety. Safety, c'est la sûreté, la sécurité des personnes et security des biens. Et donc là, on parle vraiment la sécurité des personnes, la transparence, la traçabilité, la non-discrimination et
d'avoir des intelligences artificielles qui sont également éco-responsables. L'idée également aussi est d'être évidemment pour un texte réglementaire neutre d'un point de vue technologique. Donc, on ne parlera pas dans le détail, dans le règlement, de particularités, par exemple, d'IA générative ou d'IA décisionnelle ou hybride ou autre. On parle juste d'intelligence artificielle au sens large. Un des aspects principaux de ce règlement, même si c'est pas très clair quand on le lit tel quel, la lecture est un peu ardue, c'est d'avoir une approche basée sur les risques. Et l'approche basée sur les risques se réduit en fait à un modèle ou se résume, pardon, à un modèle à 4 couches qui sont relativement simples à comprendre. Il y a les risques inacceptables et là, il y a même pas besoin de discuter. La mise en œuvre d'intelligence artificielle pour ce genre de risque est interdite, clairement interdite. On a en bas de l'échelle des IA avec des risques minimums et dans ce cas-là, le texte ne s'applique pas parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de risque particulier et on va avoir en fait le règlement qui va être particulièrement axé sur les risques limités et les risques de haut niveau, avec des obligations au niveau du créateur de l'IA ou de l'utilisateur de l'IA qui sont des obligations de transparence et des obligations de conformité. Et comme dit, quand on lit le texte au premier abord, ça semble pas très évident. Il faut vraiment prendre le temps d'aller un peu dans le détail pour comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants du texte. Pour ceux qui avaient pris le temps de lire RGPD, RGPD est beaucoup plus facile d'abord que le règlement sur l'IA. Évidemment, on va dire: «Oui, mais nous, on est pharma, on n'est pas en train de faire des IA génératives, on n'est pas là pour faire de la reconnaissance faciale et ça ne nous concerne pas». Ben si, ça nous concerne parce que en fait, quand on regarde un peu plus dans le détail les objectifs de ce règlement, on voit que les objectifs de santé et de préservation de la santé de nos patients, ben, implicitement fait partie du voyage. Et pareil, quand on va parler de dispositifs médicaux, d'ailleurs, le règlement référence les 2 directives sur, les dispositifs médicaux, donc le règlement MDR et le règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donc le IVDR. Ce sont 2 textes qui sont expressément référencés dans le règlement sur l'intelligence artificielle. Et puis, si vous regardez un petit peu plus dans le détail, vous verrez qu'il y a même des mentions d'intelligence artificielle, par exemple, qui pourraient être utilisées en cas d'urgence pour opérer au triage des patients en cas de catastrophe. Ça veut dire que le législateur a vraiment pris très au sérieux le fait qu'on ne puisse pas refuser l'accès à un service, que ce soit un service de santé ou autre, sous prétexte qu'une IA prendrait la décision au lieu de l'humain. Et quand on va réfléchir, par exemple, si on veut faire du dimensionnement ou du choix de patients pour, des cohortes, d'études cliniques, bah, il va peut-être falloir se poser des questions sur cette non-discrimination introduite par une IA. Puis maintenant, on revient au texte qui existe, indépendamment du règlement sur l'intelligence artificielle, c'est évidemment l'annexe 11. Et l'annexe 11, en tout cas en l'état actuel, et j'espère fortement que ce principe de base ne va pas être reformulé et affadi. Le principe de base de l'annexe 11, c'est de dire, quand on utilise un système informatisé, on ne doit pas souffrir d'un manque ou d'une baisse de qualité du produit, d'une baisse du niveau de contrôle des process et d'une baisse du niveau d'assurance qualité. Et on ne doit évidemment pas augmenter les risques. Cet objectif de l'annexe 11 s'applique intégralement à nos projets d'intelligence artificielle, en particulier pour des intelligences artificielles qui seraient en production. Avec, au niveau de la gestion du risque, toujours en tête la santé du patient, la qualité du produit, l'intégrité des données. Et puis, je rajoute, parce que l'annexe 11 ne se dit pas toute seule, mais évidemment, à la lumière d'ICH Q9, et Q9 a été révisé, publié en janvier 2023,
Q9R1 nous rappelle que ne pas prendre en compte les risques touchant à la disponibilité du produit est une erreur, est une non-conformité. Donc la capacité ou la capacité opérationnelle de l'entreprise doit évidemment faire partie de la gestion du risque dans le cadre de l'annexe 11. Eh ben, si on remplace tout ce qu'on vient de dire par des concepts d'intelligence artificielle ou d'application d'intelligence artificielle, on voit que l'annexe 11 telle qu'elle est aujourd'hui, y compris ICHQ9R1, nous donne déjà une feuille de route qui est relativement claire sur les aspects qu'il faut que nous prenions en considération lorsqu'on va implémenter des IA. À côté de ça, l'Agence européenne du médicament a publié en 2023 un document pour commentaires, ce qu'on appelle un reflection paper. C'est une ébauche pour l'instant, c'est pas un document finalisé. C'est un document qui a été approuvé par les deux comités, le comité sur les produits à usage humain et pour les produits vétérinaires, et qui a mis en exergue un certain nombre d'aspects qui semblent importants aux inspecteurs de prendre en compte. La première chose, c'est d'avoir, autant que faire se peut, une, IA éthique, d'avoir une IA fiable à laquelle on puisse faire confiance. Et évidemment, on revient au principe de base de la validation, d'être capable de prouver que l'IA va satisfaire à l'usage prévu. Et pour pouvoir faire tout ça, il faut éviter d'avoir des biais cognitifs. On en a déjà parlé dans le premier webinaire. Je vous invite, si vous ne l'avez pas regardé, à le visionner, parce que le problème du biais cognitif, c'est quelque chose de très dangereux quand on va mettre en place une IA, si on ne se rend pas compte des biais que l'on a introduits, généralement de manière involontaire, mais qui vont impacter négativement le fonctionnement de l'IA. Et donc, on voit dans ce reflection paper qu'il y a beaucoup de sujets qui sont adressés pendant ces 15 ou 17 pages et que, ben oui, il faut prendre le temps un petit peu de regarder ce que ça signifie. Fait qu'un des sujets principaux de discussion et de souci, c'est comment gère-t-on les données que l'on va utiliser pour entraîner notre modèle d'IA, pour vérifier notre modèle d'IA et pour vérifier et valider notre process. Il faut faire attention, hein, on vous l'a dit la dernière fois lors du premier webinaire, quand on est en intelligence artificielle, quand on parle de validation, il s'agit de la validation du modèle entraîné. Et quand on parle de vérification, c'est ce qui nous correspond en pharma à la validation de process, c'est vérifier que l'IA satisfait à l'usage prévu, que le modèle que nous avons entraîné satisfait à l'usage prévu. Et toutes les discussions que j'ai pu avoir avec différents inspecteurs au cours de ces derniers mois vont tous dans cette direction-là. C'est que ce choix des données, la sélection des données, l'exhaustivité des données qu'on va utiliser, la séparation stricte entre données d'entraînement, données de validation et données de vérification, c'est un des sujets principaux, c'est une des causes d'inquiétude principales pour le régulateur. Et puis de l'autre côté, même si on dit qu'une IA est une boîte noire, il faut pouvoir comprendre et expliquer. Et sans faire de spoiler, de divulgachage de la conférence du mois de novembre, il y a une présentation qui s'appelle Inspection Readiness et qui va principalement parler de tous ces aspects de données, de ségrégation des données, de choix des données pour pouvoir entraîner. Et puis, il va falloir, comme tout bon process validé, s'assurer que ce que l'on a fait est reproductible. En dernier point sur les documents européens, il y a ce reflection paper de DKMA. Donc DKMA, c'est l'agence danoise du médicament. Et Ipalstrup, en 2021, avait publié un petit document de 2 pages avec un certain nombre de questions et de points d'attention pour rendre les gens sensibles à ce que l'on devrait prendre en considération lorsque l'on implémente une IA dans un process BPX de manière générale, pas seulement GMP, ça peut être aussi un processus clinique ou autre. Et vous voyez bien, là, j'ai pris 2 screenshots du document, des 2 graphiques. Le premier discute justement des données et de l'importance de choisir les bonnes données et de bien garder ces groupes de données
isolés les uns des autres de manière à ne pas contaminer l'entraînement de la donnée avec des données qu'on utilisera ultérieurement à des fins de validation et de vérification. Et de l'autre côté, ben, le souci principal, c'est comment travailler pour éviter les faux positifs ou les faux négatifs. Parce qu'un faux positif, n'est pas bon, parce qu'il impacte négativement notre rendement de process et un faux négatif va impacter la santé du patient. Donc voilà un petit peu les choses, fait qu'on a encore le concept paper de la révision de l'annexe 11, que nous avons commenté les uns et les autres qui sont ici présents, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra. Un certain nombre d'entre vous ont participé au de travail sur le commentaire du concept paper. Et dans le concept paper, sur les 33 topics, dans les 33 sujets qui ont été abordés, le sujet 32 discute de l'intelligence artificielle et de l'utilisation d'intelligence artificielle. Et dans les quelques lignes sur la discussion qui suit ces 33 sujets, on retrouve la mention explicite des intelligences artificielles en environnement GXP. Donc, comme Yves l'avait mentionné, je vais continuer en vous donnant un peu une perspective sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Comme Yves l'a dit, bon, il y a pas que l'Europe et les USA dans la vie, mais on s'est focusé sur ces deux aspects principaux aujourd'hui. Et dans le cadre des États-Unis, ce qui est aussi intéressant, c'est de donner un peu une perspective au niveau des dispositifs médicaux. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ont plutôt un background pharma, mais ce qui est intéressant avec les dispositifs médicaux, de mon point de vue, c'est un peu nos frères jumeaux, sauf que ils ont déjà essuyé pas mal de plâtre avant nous, et on a commencé à en parler bien avant la bulle ChatGPT, etc. Les IA, pour moi, c'est déjà la réalité dans les dispositifs médicaux. Je ferai une présentation plus détaillée là-dessus le 14 novembre, mais je voulais vous donner cette perspective parce qu'en fait, au niveau des US, on parle déjà depuis 2019. En fait, il y a déjà un premier papier qui a été publié par la FDA. Alors, ce papier-là, il est déterminé à parler vraiment des aspects software as a medical device. Donc, qu'est-ce que c'est un software as a medical device? Comme son nom l'indique, c'est un dispositif médical, mais qui est vraiment le software en lui-même, c'est celui qui est utilisé comme un medical device. Il y a aussi des software in a medical device, ça c'est quand ils sont embarqués dans un hardware classique. Mais maintenant, on a de plus en plus de software as a medical device. Et donc déjà en 2019, la FDA s'est posé la question, comment on peut réglementer, quelle peut être notre position par rapport à tous ces aspects d'IA dans des software as a medical device. Tout ça, c'est à prendre dans un contexte du programme Pre-Cert, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de la FDA, qui en fait, l'objectif principal de la FDA, c'était de dire, si on surréglemente les choses, mes patients n'auront pas d'innovation qui vont arriver rapidement, mais si on sous-réglemente, les patients vont être mis en danger. Donc leur perspective, c'était de dire, bon, on va essayer de voir comment on peut accélérer ou être moteur sur les innovations et pour arriver à permettre aux patients d'accéder à des innovations qui peuvent permettre d'augmenter la qualité de vie du patient. Et qu'est-ce que reprend ce papier? Vous le voyez sur la droite. C'est assez similaire à ce qu'on a vu sur le slide de Yves tout à l'heure, sauf qu'il a été créé par avance. Et en fait, ça introduit les concepts de Good Machine Learning Practice. Donc, je ne sais pas si c'était un peu une blague de la FDA avec GMP, GLP. Bon, ils nous ont fait une GMLP. En tous les cas, ça introduit des aspects de bonnes pratiques de machine learning. Qu'est-ce que ça veut dire des bonnes pratiques de machine learning? Donc, on a des aspects assez classiques dont Yves a déjà un peu parlé. C'est de la sélection des données qui vont être utilisées pour entraîner mon modèle, pour valider mon modèle. Et ensuite, une fois que mon modèle a été validé, je vais faire un déploiement opérationnel. Donc, c'est les cases grises que vous voyez sur le bas. Et un des aspects importants, c'est que une fois que le modèle est déployé, il va falloir que je le supervise. Ça paraît assez évident de se dire, c'est pas juste je l'envoie et puis après, advienne que pourra, mais je continue à monitorer. Parce qu'évidemment que quand j'entraîne un modèle, j'ai par définition pas toutes les données de la vie réelle. Mais quand mon modèle va être utilisé en cas pratique dans la vie réelle, il y aura peut-être des biais auxquels j'ai pas pensé. Il va peut-être se comporter de façon différente suivant les patients qui vont arriver ou les données qui vont arriver. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que c'est du change management classique. Je vais réentraîner mon modèle avec ces cas que j'ai peut-être omis de mettre en place à la base et je vais redéployer à l'infini. Donc ça, c'est du cycle de vie classique de tout produit. Il y a quelques aspects qui sont intéressants dans ce papier-là, c'est les cas qui sont mis en orange. Donc ce que je vous disais, c'est que tout ça, ça s'embarque dans un contexte où la FDA veut permettre aux innovations d'être déployées assez rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire déployer rapidement? En fait, l'objectif, c'était de dire, la FDA ne va pas faire forcément une revue de chaque changement et de chaque redéploiement, mais elle va se mettre, pour chaque entreprise qui va faire ce genre de produit,
elle va se baser sur leur culture de qualité. Donc, elle va faire un assessment des compagnies de manière générale, ce qui est assez classique, voir comment l'entreprise travaille, comment le SMQ est orienté. Et pour chaque type d'utilisation, l'entreprise peut prévoir des cas de change déjà par amont. Donc, on sait qu'il y aura par exemple des performances qui vont pouvoir être augmentées en entraînant avec d'autres types de données. Et la FDA ne va pas faire une revue à chaque redéploiement, mais on peut faire un concept de pré-change, en fait, algorithm change protocol et pre-market assurance safety. Donc l'idée, c'était vraiment de trouver un compromis entre l'assurance qualité, ce que je vous disais tout à l'heure, comment ne pas mettre en danger le patient, mais à l'inverse, lui permettre vraiment d'arriver à avoir les innovations le plus rapidement possible. Et du coup, de ce côté-là, ça c'est déjà 2019, hein, donc je trouvais ça intéressant de le mettre en perspective. Et donc, qu'est-ce que ça reprend? Je vous le disais, donc il y a des GMLP, donc Good Machine Learning Practices. Et donc, en fait, ça reprend un peu des éléments qui va déjà dit. C'est toujours centré autour des mêmes types de choses. C'est quelles sont les données que j'ai utilisées et est-ce que ces données que j'ai utilisées sont vraiment représentatives du problème clinique ou du problème, là on parle de medical device, donc c'est vraiment toujours un contexte d'utilisation dans une opération clinique. Et est-ce que les données que j'ai utilisées sont vraiment représentatives de ce problème clinique que je veux solutionner? Un autre aspect, c'est comment j'ai collectionné ces données. Donc, est-ce que c'est clair dans quel contexte elles ont été collectées, comment je les ai traitées, est-ce qu'il y a eu des transformations? Et la même chose que ce qu'Yves disait tout à l'heure, c'est comment j'ai entraîné mon modèle. Est-ce que j'ai entraîné mon modèle avec toutes les données que j'avais et je les ai retestées avec ces données que j'ai utilisées pour entraînement? Évidemment, si j'utilise les mêmes données d'entraînement pour les données de test, mon modèle va être probablement très performant. Et c'est le genre de biais qu'on veut essayer d'éviter. Si moi je connais déjà les questions d'un examen à l'avance, en général, je vais réussir plutôt bien à l'examen. Par contre, si j'ai une question à laquelle je n'étais pas préparé, je ne vais pas forcément réussir l'examen. C'est un peu le même principe pour une IA. Et donc, ce genre de choses sont déjà assez clairement définies à l'époque. Et l'autre aspect que Yves a aussi mentionné tout à l'heure, c'est la transparence. Alors, la transparence de comment fonctionne un modèle, donc c'est déjà cité à cet endroit-là, c'est dans deux contextes. C'est d'un point de vue réglementaire, donc comment je donne la transparence aux autorités de santé sur comment j'ai fait mes vérifications et comment lui va pouvoir vérifier que j'ai fait les choses correctement. Et d'un autre côté, c'est aussi la transparence pour l'utilisateur. Donc, quand c'est un dispositif médical, classiquement, ça va être un médecin ou ça peut être même un patient lui-même. Mais comment le médecin, par exemple, sait, est-ce que ça, c'est quelque chose, je vais pouvoir y faire confiance noir ou blanc, ou est-ce que je vais avoir des intervalles, par exemple, de confiance qui vont être mentionnés par l'algorithme? Donc, typiquement, par exemple, si c'est une image recognition, donc on lui donne une image radiographique et le système doit nous dire le patient a l'ostéoporose, oui ou non. Est-ce que le système va me dire oui, c'est noir ou blanc, ou est-ce que le système va dire je pense que le patient est malade à 70% ou 60%? Comment ce genre de choses sont données de façon transparente à l'utilisateur? Et donc, ces considérations-là, pour moi, s'appliquent tout à fait identiquement quand on parle de pharma. Qu'est-ce que les collègues américains ont aussi fait? Alors là, c'était pas que les collègues américains, ils se sont associés avec nos collègues des United Kingdom, donc MHRA, et avec les Canadiens. Et ils ont publié aussi un autre papier, donc ça c'était en 2021. Donc c'est toujours orienté plutôt medical device à l'époque, mais les principes, je vais vous les montrer, en fait, ils sont tout aussi applicables et on va les retrouver aussi dans les papiers spécifiques pharma que je vais vous montrer après. Ils donnent en fait 10 principes de base qui doivent être mis en place en fait pour avoir des IA qui soient safe, donc IA on a parlé déjà, qui soient efficaces et qui permettent vraiment du coup d'améliorer la santé du patient. Alors par quoi ça passe ces 10 principes? Donc il y en a un qui est assez central et qui pour moi est souvent omis quand je parle à mes clients, c'est une IA, c'est pas que de la technique. Si vous ne maîtrisez pas vos process, si vous ne savez pas quel est l'objectif à atteindre, je vais le dire de façon un peu primitive, mais cheat in, cheat out. Donc, si vous nourrissez un modèle avec des données que vous ne comprenez pas ou qui viennent d'un process qui n'est pas maîtrisé, vous n'allez pas être capable d'avoir des outputs qui vont vous satisfaire. Et par quoi ça passe? Ça veut dire que pour moi, quand vous allez faire un projet d'IA, il faut intégrer absolument encore plus des experts métiers dans le process que vous allez vouloir couvrir par cette IA. Ces experts métiers vont être là pour vous aider à comprendre les données que vous avez et à par exemple, les labelliser. Si vous utilisez une IA, par exemple, pour de la pharmacovigilance, qui est un cas assez classique, pour identifier des cas, par exemple, est-ce que c'est un adverse event ou pas, vous allez avoir besoin d'un expert pharmacovigilance qui va vous labelliser les données d'entraînement pour vous dire, celui-là, c'est un cas oui, celui-là, c'en est pas un, pour telle ou telle raison. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, ne pensez pas que c'est parce que les IA sont quand même assez techniques que vous allez pouvoir vous passer des expertises métiers pour créer un modèle. Sinon, vous allez vous retrouver avec des outputs qui ne vous correspondent pas.
Bon, alors après, il y a des choses assez évidentes, c'est que c'est pas parce que c'est de l'IA qu'il faut pas suivre les bonnes pratiques de développement et les bonnes pratiques de sécurité. J'avais déjà mentionné à quelques reprises aussi, je vous recommanderais de le lire, c'est un papier de l'ENISA, qui est aussi une association européenne sur les bonnes pratiques d'IA pour la sécurité. Parce que l'IA, en fait, souligne et met en exergue, il y a des risques sécuritaires supplémentaires qui arrivent avec des IA. Donc, je vous recommanderais de le lire là. Donc là, la FDA le reprend évidemment, que c'est pas parce qu'on fait de l'IA qu'il faut pas suivre les bonnes pratiques de développement. Après, ça reprend un peu ce qu'il disait tout à l'heure, mais bon, dans le contexte des medical devices, si on utilise un software dans un contexte clinique, on va même être amené à faire des études cliniques pour vérifier que ce software se comporte correctement avec une cohorte de patients. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette cohorte de patients? Il va falloir qu'elle soit représentative suffisamment pour pouvoir ensuite dire mon IA va être suffisamment généralisable. Ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Si je connais les questions de l'examen avant l'examen, je vais forcément être super fort. Donc, si dans un contexte d'études cliniques, j'ai que des patients qui correspondent aux données que j'avais dans ma zone de test ou ma zone d'entraînement, ça ne va pas marcher très fondamentalement. Bon, alors celui-là, on en a déjà parlé, les représentations des données de test séparées des données d'entraînement. Les reference datasets, alors ça, c'est vraiment qui va me dire maintenant si l'IA marche ou pas. Et qu'est-ce que ça veut dire l'IA marche ou pas? Dans un contexte clinique, ça peut être par exemple, j'ai un docteur qui va revérifier l'output qui est donné. Dans un contexte process pharmacovigilance, par exemple, ça peut être, j'ai un expert pharmacovigilance qui va regarder l'output de mon IA et est-ce que ça correspond à ce que lui aurait fait comme jugement. Et quelle est la meilleure façon de faire ce test? La FDA appelle ça un reference dataset. Et il va falloir dire quelle est la meilleure méthode pour vérifier que l'output marche bien. Et quelle est la meilleure méthode? Ça peut être par exemple aussi 2 experts pharmacovigilance indépendants qui vont donner leur perspective sur un output. Pourquoi 2 par exemple? Vous reprendrez le papier de l'ENISA que je citais tout à l'heure. Il peut y avoir aussi des raisons pour lesquelles un expert pharmacovigilance va vouloir qu'une IA ne marche pas. On va pouvoir par exemple dire l'output n'est pas bonne ou on purpose donner des mauvaises données à une IA. Pourquoi? Parce que ça peut être par exemple un risque aussi pour son métier en lui-même, s'il a peur d'être remplacé par une IA. Donc comment on évite ça? Il faut trouver la meilleure méthode pour vérifier qu'une output d'IA marche bien. Celui-là, j'en ai déjà parlé, c'est que pour faire le meilleur design de mon modèle, il va falloir que j'ai des données qui soient représentatives du contexte d'utilisation, qui soient suffisamment représentatives, pour pas que je me retrouve avec, alors on en a parlé un peu dans le premier webinaire, des overfits ou des underfits. Si j'ai trop de données et que j'optimise pour ces données du modèle, ils ne vont pas être généralisables. Si j'underfit, ça va vouloir dire que mon modèle, il est toujours un peu à la frontière entre il est capable de décider ou pas de décider. Je me retrouve à avoir aucun support en fait au final. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais une IA, elle vit pas dans son monde tout seul. Et un des aspects qui est central aussi, c'est quelle est la transparence et comment ça fonctionne cette IA dans un contexte d'utilisation. Alors que ce soit dans du dispositif médical ou dans de la pharma, l'IA, elle vit pas toute seule et personne ne regarde ce qu'elle fait. Il y a toujours un utilisateur quand même au final. Et cet utilisateur, soit il va servir de l'IA plutôt comme un support, ou alors il va être complètement isolé et va juste utiliser le support de l'IA et lui faire confiance à 100%. Mais comment ça s'est intégré? Quel est le degré d'autonomie? Et comment ce process simplement va être utilisé? Quand on parle de validation de système classique dans la pharma, il y a toujours un contexte d'utilisation et il y a toujours des formations utilisateurs. C'est le même principe pour une IA. Est-ce que, par exemple, dans la pharmacovigilance dont je parlais tout à l'heure, est-ce que l'utilisateur va toujours faire un double check des recommandations d'IA ou est-ce que petit à petit, il va le faire que quand l'IA propose du critique? Est-ce qu'il va faire du sampling, donc d'échantillonnage de ses revues? Ou est-ce qu'elle va plus du tout être impliquée? Ce genre de choses, c'est assez central et ça paraît clair qu'il faut se pencher là-dessus. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, mais bon, le test pour prouver que ça va s'extrapoler en conditions cliniques. L'utilisateur reçoit des informations claires, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il sache exactement à quoi il doit s'en tenir. Est-ce que c'est des intervalles de confiance, par exemple, ou est-ce que c'est juste black and white? Et le dernier principe, c'est ce que je disais par rapport au diagramme que vous avez vu tout à l'heure, c'est que il suffit pas de le dire, voilà, c'est bon, maintenant on a publié un modèle, on est content. Il faut continuer à le monitorer une fois qu'il va être online. Et comment on va faire de la reformation de mon modèle et comment on va faire des redéploiements. Donc, est-ce que je réutilise aussi même données de tests, comment on fait des tests de régression? C'est pas si trivial que ça quand on parle des IA. Vous voyez, ces principes sont quand même assez déjà actionnables. Donc, même si c'était orienté vraiment dispositif médical, je vous recommande vraiment de vous poser ces questions et d'aller voir ce qui est proposé là. Je trouve que c'est déjà assez détaillé.
Après, plus récemment, maintenant, on a eu des publications FDA plus orientées vraiment cœur de métier pharma. Donc, il y en a une qui est vraiment orientée drug development. Et donc, qu'est-ce que c'est ce papier? Donc, en fait, le papier n'est pas une guidance ou une policy. C'est pas censé être, voilà, la recette de ce que la FDA attend de vous quand vous allez utiliser une IA en drug development. C'est plutôt essayer d'ouvrir le débat et de proposer déjà quelques considérations que la FDA trouve intéressantes. Mais de même qu'Yves le disait tout à l'heure par rapport à l'annexe 11, l'annexe 15, etc., à l'heure actuelle, il n'y a pas de changement réglementaire au sens propre du terme du côté FDA. On est toujours sur les classiques Party 11 et les autres GMP, etc. Toujours applicable. Donc toujours avec ce sens que Yves disait, patient safety reste au centre des aspects. Ce qui est intéressant dans ce paper-là, c'est que la structure en elle-même, alors ça passe déjà une 15 à vingtaine de pages à décrire des use cases que la FDA anticipe qui vont être applicables dans les différentes phases du drug development. Donc, qu'est-ce que ça reprend? Par exemple, dans la drug discovery, la FDA vous dit déjà, ah, voilà les use cases que j'imagine qui vont pouvoir être utilisables, qui sont assez détaillés d'ailleurs. Je vous recommande de le lire, c'est assez instructif. Mais par exemple, pour ce qu'on appelle target selection dans la drug discovery, donc pour identifier quel type de cible peuvent être utilisées en recherche, la FDA anticipe que ça peut être intéressant d'utiliser de l'IA. De même, en recherche clinique, il donne des perspectives où il voit que l'IA pourrait être intéressante, par exemple, pour le recrutement de patients, qui est, pour ceux qui travaillent un peu en clinique, c'est toujours un gros sujet. On en a parlé pas mal dans le premier webinaire, donc je ne vais pas trop aller dans les détails, mais n'hésitez pas à consulter ça. Il y a vraiment des use cases assez détaillés. Et le use case dont je parlais tout à l'heure, post-market surveillance, il est détaillé aussi là-dedans. C'est le traitement des adverse events ou des signaux arrivant des patients et voir si ça, c'est vraiment un signal critique ou pas. Et la FDA passe vraiment beaucoup de temps à décrire ces cas d'utilisation qu'ils imaginent. Et à la fin, il parle un peu des considérations pour l'utilisation d'IA dans ces contextes-là. Et je voulais passer sur ce slide-là un peu plus en détail. Ces considérations, en fait, c'est plutôt des questions que la FDA pose. Et par les questions, on voit déjà un petit peu des aspects qui les intéressent. Et par ces questions, en fait, c'est pour engager le dialogue avec l'industrie. Donc, c'est un petit peu dans le contexte de ce que je disais tout à l'heure. La FDA veut être un peu moteur, mais veut quand même ne pas taper à côté et veut consulter l'industrie. Un des gros aspects de ces considérations, c'est comment ça s'intègre tout ça par rapport à une gouvernance humaine, comment on parle de transparence et d'accountability. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que ça durerait trop longtemps, mais on voit bien qu'il y a des questions qui sont posées là. Et, par exemple, comment on va donner une traçabilité et une auditabilité de ce genre de contexte? C'est un peu ce que Yves disait tout à l'heure. On va aussi avoir une session là-dessus le 14 novembre sur l'auditabilité, la transparence, mais c'est vraiment assez central. Mettez-vous à la place des autorités de santé. Elles veulent pouvoir être capables de comprendre comment ces modèles ont été entraînés, comment ces modèles ont été testés avant de donner leur aval. Donc voilà un petit peu les aspects qui sont posés par rapport à la gouvernance et par rapport à ces cas d'utilisation. Une deuxième perspective, quand on parle d'IA, on parle toujours de données. On revient sur la qualité de ces données, la représentativité de ces données. Est-ce que je peux faire confiance à ces données? Et c'est ce que Yves disait aussi tout à l'heure, il n'y a pas que la qualité des données, il y a aussi, elles entrent dans un contexte de privacy. Donc en particulier, quand on parle de drug development, c'est un truc assez central dans les études cliniques. Comment on va aussi avoir des données patients, par exemple, qui vont être entraînées pour un modèle, comment on va les anonymiser, mais aussi comment on va sécuriser ce type de données. Il n'y a pas de réponse directe dans ce papier-là, n'allez pas le lire et vous croyez que vous aurez votre recette toute prête, mais ça pose ces questions en fait dont on parlait tout à l'heure. Un autre aspect central, c'est évidemment ces biais dont on a déjà beaucoup parlé dans le premier webinaire, mais qui sont reposés dans ce contexte-là. Un autre aspect, et la troisième catégorie de questions, c'est la performance du modèle, la validation de ce modèle, et de montrer, je vous ai souligné en gras quelques aspects, la crédibilité. Ça paraît assez central. On parle tous toujours du risk-based approach, GAMP5, mais c'est repris dans ces questions. The highest risk generally requires the greatest standard of evidence. Ça paraît assez clair. Là où il y a un plus gros risque, la FDA pose la question, il va falloir un plus gros degré de preuve que ça fonctionne de manière générale. J'enfonce peut-être un peu des portes ouvertes, mais je vous recommande quand même d'aller voir ça parce qu'il y a des questions qui nous invitent un petit peu à reprendre les fondamentaux au final. Un deuxième papier qui, lui, est plus orienté manufacturing. L'autre, c'était vraiment drug development. Celui-là est plus orienté médicaments déjà sur le marché et orienté sur la production de ces médicaments sur le marché. Comment il est structuré ce papier? Je suis un peu surpris. Ils reprennent vraiment, ils appellent ça des considérations spécifiques liées à l'IA.
Et là, il commence déjà par parler vraiment de choses qui, pour moi, n'ont vraiment rien à voir avec de l'IA, mais qui sont plutôt générales. Donc, on parle de, OK, il y a de plus en plus d'applications cloud et que quand on part dans du cloud, ben, ça peut poser des questions en termes d'oversight, donc de supervision. Donc, n'oubliez pas que même si c'est un software as a service ou même si c'est hosté dans le cloud, ça reste la boîte pharmaceutique qui est responsable. Donc, ça me paraît assez clair et on parlait déjà de ça avant de parler d'IA. Mais évidemment que ça pose un peu dans le contexte de l'IA. Alors, moi, j'ai du vécu là avec des clients, un projet spécifique où le provider de software as a service s'est caché derrière son petit doigt et a dit je ne vous donne pas de functional specification parce que c'est mon intellectual property. Donc lui, il développe le modèle, l'entreprise pharmaceutique utilise ce modèle, mais ne reçoit aucun document de design venant du supplier parce qu'il dit c'est de la propriété intellectuelle. Donc évidemment, bah, ça c'est un peu du contexte cloud application. Pour moi, ça n'a rien à voir directement avec de l'IA. Mais bon, voilà, il y a ces considérations-là qui sont décrites. Il y a des considérations autour de l'IoT, donc Internet of Things, et liées à la masse de données qui vont être générées. Donc là, c'est plutôt voilà, des bonnes pratiques de management de ces données qui sont reprises. Évidemment que ça a un impact dans l'IA, puisque je vais avoir évidemment beaucoup de données. Comment je vais reprendre ces données, comment je vais les séparer pour du test ou pour de la vérification. Et après, il y a des aspects un petit peu plus proches de l'IA. Il y en a une qui est plutôt générale, c'est, pour moi, c'est de nouveau un peu une porte ouverte qui est enfoncée, mais le contexte d'utilisation de cette IA, il va falloir se poser les questions, est-ce qu'elle tombe sous un coup réglementaire ou pas? Pour moi, c'est assez clair. En général, pour tout type d'application, se poser la question, est-ce que c'est du JXP ou pas? Ces considérations-là sont reprises dans le papier. Pour de l'IA, il va falloir se poser la même question, en gros, c'est le résumé. Après, il y en a qui sont un peu plus orientés. Donc, il y en a une, c'est vraiment, il faut appliquer des standards pour du développement et pour de la validation d'IA. En gros, ça reprend toutes les choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un aspect qui est plutôt neuf, qui est sur la droite, c'est le challenge lié à des modèles qui continuent d'apprendre. Donc, on en a parlé un petit peu dans le premier webinaire, les algorithmes locked ou continuous learning. Bon, il n'y a pas encore de réponse claire, mais ce qu'ils disent ici, c'est de dire ça pose un challenge assez évident. C'est que dans le pharma, on fait du change management. Quand on déploie un système, on le valide, on met une première version. Quand on fait une deuxième version, on fait un change, on décrit ce qu'on va changer. Maintenant, si le système continue d'apprendre par lui en productif, il n'y a pas forcément ce change management classique. Et en gros, ce qui est dit ici, c'est que ça pose des questions en termes de regulatory assessment. Ça pose un challenge, voilà ce qu'ils disent. Donc, c'est pour ça que dans le contexte du papier dont tu parlais tout à l'heure, Yves, de l'EMA, à la base, c'est même dit noir sur blanc que pour des applications cliniques, les continuous learning sont à proscrire. Ou en tout cas, l'EMA ne voit pas comment on peut utiliser ça dans un contexte réglementaire. Également en production d'ailleurs, hein, Oui, c'est oui. le freezing d'une IA. On ne refuse pas qu'une IA puisse continuer d'apprendre, mais pas sur le processus opérationnel. Et on arrive sur la gestion des changements et la gestion des versions. Si on a amélioré notre modèle en développement, on peut remplacer le modèle existant par un nouveau modèle, mais c'est de la gestion des changements. C'est toujours la petite différence entre continual et continuous. Continual, c'est un processus disruptif et QDIS parle de continual improvement. Ça veut dire que je peux faire de l'amélioration, mais toujours dans le cadre d'une gestion des changements. Et l'IA, en tout cas à cette heure-ci, dans les discussions qu'on peut avoir avec les régulateurs, ne fait pas exception. Il y aura cette exigence de gestion des versions et d'une assurance qualité qui tienne la route. Merci Yves. Alors, un aspect qu'on a hésité aussi à décrire aujourd'hui, mais que je trouve quand même assez paradoxal, que je n'ai pas encore mentionné. Vous voyez quand même que niveau autorité de santé, la FDA et l'EMA sont déjà allés beaucoup dans des détails et souvent même plus loin que nous-mêmes côté industrie. Si je cite rapidement le GAMP 5 seconde édition, l'annexe concernant l'IA fait elle-même référence très souvent au GMLP dont j'ai parlé tout à l'heure. Le classique, c'est que l'annexe 11 fait 5-6 pages, allez, maximum une dizaine de pages à l'heure actuelle. Le GAMP 5 nous dit sur 600 pages comment on va appliquer l'annexe 11. Maintenant, à l'inverse, quand on reprend les papiers qui ont été publiés par la FDA dont j'ai parlé, ils sont déjà hyper détaillés. Et le GAMP 5 seconde édition, lui, fait une annexe toute petite qui référence lui-même ces papiers et les détails techniques qui ont déjà été mentionnés ici. Je trouve que c'est un paradoxe assez intéressant, en sens où vraiment les autorités de santé sont vraiment, à mon sens, moteurs dans ce contexte-là. Il y a peut-être encore une chose pour compléter ce que dit Christophe.
GAMP est en train de préparer un Good Practice Guide sur les intelligences artificielles et sur la mise en œuvre des intelligences artificielles. GAMP 5, deuxième édition, est très succinct. On va avoir un guide à part entière là-dessus. J'ai pas encore les dates de publication. Je pense que quand Quentin reviendra de l'annual meeting à Orlando, il pourra nous en dire un peu plus. En tout état de cause, GAMP travaille avec beaucoup d'énergie sur ces sujets-là. Christophe fait d'ailleurs partie du groupe de travail intelligence artificielle. C'est un groupe qui est parti principalement GAMP Dart, donc la partie germanophone de GAMP et pour l'autre moitié US. Euh, on va avoir des sujets à traiter lors de prochains webinaires une fois que le guide sera sorti. Donc pour terminer, en septembre 2024, nous n'avons pas beaucoup de réglementations formelles qui s'appliquent. Les 2 discussion papers que Christophe a mentionnés, ce n'est pas de la réglementation. Ce sont des réflexions, ce sont des points qui sont mis en exergue par les régulateurs, mais ça ne remplace pas, ça ne se substitue pas ni à 21 CFR 211 pour les GMP, ni à 320 et consorts pour les GCP. Ce sont d'abord des documents de réflexion. Pareil au niveau du reflection paper de l'EMA, ce sont des réflexions, ce ne sont pas des règlements ou des réglementations. Ce que l'on a vu ce matin, c'est qu'en fait, l'annexe 11, l'annexe 15, et puis évidemment maintenant le règlement européen sur l'intelligence artificielle, nous fournissent des bases de réflexion sur la manière dont on doit concevoir une IA, la manière dont on doit valider une IA, et surtout la manière dont on doit gérer les risques d'une IA, en gardant bien en tête que, quels que soient les moyens techniques que j'utilise, que ce soit de l'informatique algorithmique conventionnelle ou que ce soit des modèles d'intelligence artificielle entraînés, je ne dois pas perdre le contrôle de mon process, je ne dois pas mettre en danger la vie du patient, je ne dois pas avoir des défauts de qualité et je dois continuer de pouvoir avoir mon produit disponible sur le marché. Au niveau des dispositifs médicaux, Christophe l'a très bien montré, on a de plus en plus de logiciels qui sont maintenant considérés comme étant des dispositifs médicaux et des outils d'aide au diagnostic qui peuvent, par exemple, être des plugins que je rajoute sur le système de contrôle d'un scanner ou d'un tomographe et autres. Ce plugin va être un dispositif médical et ce plugin, s'il est basé sur une IA, est un dispositif médical, évidemment, puisqu'il va nous permettre de faire une aide au diagnostic. Donc, on est à la veille, pour ne pas dire au début d'une journée très intéressante. On est même au début d'un voyage, si on prend journée en anglais dans le sens français, d'évolution très intéressante au niveau de la mise en œuvre d'intelligence artificielle qui ne doit pas se faire n'importe comment. On n'est pas des chiens fous. On reste responsable de ce que l'on met sur le marché, que ce soit un médicament ou que ce soit les systèmes de contrôle de procédés, que ce soit en automation ou que ce soit dans les dispositifs médicaux qui vont servir le process, mais il faut que nous soyons des gens responsables. Ne pas enfreindre l'innovation ne veut pas dire qu'on fait tout n'importe comment. Et très souvent, on a l'impression que la dualité innovation contre raison signifierait que si on est des gens raisonnables, on n'est pas innovant. C'est pas vrai. On peut être tout à fait innovant, on peut faire des découvertes, des avancées techniques et scientifiques importantes, tout en étant responsable de ce que l'on fait. On n'a pas tellement eu de questions pendant votre exposé. Lionel nous faisait remarquer à un moment que si l'IA continue à apprendre, cela signifie qu'on a identifié un besoin de résoudre des lacunes, donc l'IA ne serait pas suffisamment performante. Et puis en disant rigolo, un peu comme l'IA de Météo France. Parce que ça a fait la une des journaux, c'est la une des médias ces dernières semaines, effectivement. Non, Christophe l'a mentionné, je l'ai mentionné aussi sur les différents discussion papers et reflection papers, la phase de monitoring, une fois qu'on a mis en place une IA, est très importante. Fait qu'on parle d'évaluation périodique,
on parle de revue annuelle de la qualité du produit et ainsi de suite. C'est le monitoring, on a l'habitude d'en faire. Enfin, on le fait pas toujours très, très bien, mais on a l'habitude d'en mais là, ça potentialise les besoins. On peut pas dire: «Ah ben, je vais faire un monitoring de mon IA une fois par an ou une fois tous les 2 ans». C'est au quotidien. Je fais moi ma revue annuelle de produits, c'est bien. Si j'ai des IA, il va probablement que j'ai une approche, scalable, de mes revues annuelles pour avoir, des revues intermédiaires, beaucoup plus fréquentes pour m'assurer que je ne perds pas le contrôle. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Sinon, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous joindre, il n'y a pas de problème. Ouais, Et j'allais le puis, dire. idéalement, le 14 novembre, face à face à Mulhouse. Je vous laisse encore un petit peu de temps. On a endormi tout le monde peut-être. Non. Merci pour les retours positifs que je peux voir, là dans le chat. Lionel nous dit le risque de vouloir mettre à tout prix une IA pour des raisons commerciales qui ne soit pas assez mature en se disant qu'il continue à apprendre. En fait, il y a une J'aime étude beaucoup. marketing qui a été publiée il y a quelques semaines, c'est une étude américaine, en disant qu'aujourd'hui, dans 70 ou 80 des cas, quand le client et là on parle de produits grand public, quand le client voit marqué IA, il n'achète pas. Il y a une Intéressant. méfiance vis-à-vis de l'IA. Et en France, les startups, L'impression c'était de quand il n'y voir a les pas écrit marketeurs. IA, t'arrives pas à ouvrir ta startup. J'allais me dire, pour moi, c'est plutôt le paradoxe. J'ai l'impression que maintenant, si on n'écrit pas IA, même quand il n'y a pas d'IA, on en a parlé un peu d'ailleurs dans le premier webinaire, c'est qu'il y a des gens qui te vendent un truc qui fait des statistiques comme étant une IA, mais J'ai l'impression que c'est à l'inverse, si tu le mets pas, bah, c'est pas du bon marketing, donc c'est intéressant comme, J'aime beaucoup C'est la remarque de Jean-Marc. Merci, très intéressant. Là où l'IA rejoint l'humain, c'est qu'il y a toujours besoin d'apprendre. On n'apprend plus, on ne s'adapte pas. tout à fait. ouais, je suis assez d'accord. On en discute souvent avec Quentin, où des fois, on est un peu triste de voir comment certaines choses évoluent dans l'industrie. Et je crois qu'effectivement, la remarque est assez pertinente. Après, l'humain est quand même capable d'apprendre, pour moi, plus facilement. Je recommande la présentation qu'Yves mentionnait tout à l'heure sur l'inspection visuelle. On se rend compte quand même que l'humain est souvent capable de faire des performances supérieures. Parce qu'en fait, une IA, c'est ce qu'expliquait Quentin dans le premier webinaire, ben, on l'entraîne pour un cas d'utilisation très précis. Il ne va pas s'adapter forcément tout seul comme un humain est capable de s'adapter à des situations. Je crois que Quentin, tu citais l'exemple de Deep Blue qui avait battu à l'époque Kasparov Ouais. aux échecs. Évidemment que si on avait mis Deep Blue à jouer aux petits chevaux ou aux dames, bah, il se serait pris une tollée contre un enfant de 10 ans. Donc j'exagère un peu le trait, mais c'est un peu ça. Hein. Faut y réfléchir. L'humain est capable d'apprendre un peu par lui-même. L'IA, si vous l'entraînez pour un problème précis. Je vais envoyer la conclusion du coup, mais vous inquiétez pas, vous pouvez continuer de poser des questions s'il y a besoin. Alors, ici aussi une petite nouveauté. Pour ceux qui n'ont pas suivi notre dernier web café, on a ouvert une grande série de réseaux sociaux pendant les congés estivaux. Donc vous avez notamment maintenant des podcasts pour réécouter nos émissions gratuites. Et vous avez aussi une page Facebook et Instagram pour ceux qui veulent nous suivre sur ces réseaux-là. N'hésitez surtout pas à vous en servir. Je vous ai mis ici un QR code qui va en fait vous envoyer vers un document de notre site internet, hein, qui va vous donner tous les liens, que ce soit le téléphone, le mail, Instagram, Twitch, Facebook, LinkedIn, etc., etc., etc. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Et pour ceux qui sont concernés et qui voudraient renouveler leur adhésion ISPE, n'oubliez pas de mettre le code FR24. On a Marc qui nous dit: je suis particulièrement intéressé par la gestion du changement, lock freezing, retraining.
C'est vrai que ça pourrait faire l'occasion d'un web café. Ouais, tout à fait. Ou Et d'un c'est là où webinaire partie 3, mais pas cette année. Plus cette année, non. Mais c'est exactement là où pour moi il faut pas qu'on réinvente la roue non plus côté pharma et s'inspirer de ce qui existe déjà. Ce que je disais, dispositifs médicaux, on est loin d'être au balbutiement. J'en parlerai un peu, mais la FDA a un website qu'ils actualisent assez régulièrement qui montre combien d'IA ont été approuvés par la FDA. Je crois qu'on est à plus de 1000 à l'heure actuelle. Là, le change management, tous ces aspects de risque et de locking, de freezing, de réentraînement, bah, ils sont déjà considérés depuis des années et des années. Il faut aussi qu'on, dans la pharma, on a toujours tendance à un peu siloter, mais je trouverais ça intéressant de s'inspirer des bonnes pratiques employées dans des contextes très similaires où finalement le patient est aussi au centre des considérations. Donc ne Ouais, mais ça, c'est réinventons pas la valable roue. pour tout. C'est pas Mm. que pour IA. Tu peux le faire pour agilité, tu peux le faire pour le testing automatique, tu peux le faire pour tout. Je suis tout à fait d'accord. Casse les silos de notre métier. Tout à fait d'accord. La toute J'ai première l'impression qu'il n'y a conférence plus de GAMP, questions. la toute première conférence GAMP en France, au niveau ISPE France, indépendamment du lancement de GAMP 4, c'était un benchmark entre l'aéronautique, l'automobile et pharma et medical device. C'était à Toulouse en 2005. Donc, je suis le premier à lutter contre les silos et à dire qu'il faut de temps en temps regarder un petit peu de l'autre côté de la, du mur ou de l'autre côté de la clôture. Ça pourrait refaire un sujet de conférence intéressante, ça. Je vois que les gens commencent à partir. Je Oui. pense que comme il n'y a plus de questions, je vérifie vite fait, mais YouTube, j'ai rien. Twitch, j'ai rien. Et LinkedIn, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir clôturer là. On vous remercie tous de votre présence. N'hésitez pas à repartager les vidéos quand elles seront finies ou à en parler à vos collègues et à participer quand vous avez l'occasion. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et on vous dit à très bientôt en espérant vous voir nombreux à Mulhouse. Merci à Allez, tous. Bon week-end, bonne salut, journée. bye.